D'abord, je voulais vous remercier d'être présent ce soir. Et puis, je voulais vous expliquer un peu ce qui nous a conduit à cette invitation. Il se trouve qu'à l'INSEP, nous sommes quelques-uns à participer à la vie d'associations européennes. Et en particulier, moi, je travaille sur une association qui s'appelle l'ENSCHE et qui regroupe les instituts européennes de sciences du sport. Et dans ce contexte, lors d'un board à Groningen, j'ai été invité à une conférence donnée par un des collaborateurs de M. Le Lostec. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir ces conférences à l'INSEP? Donc ça a été la première interrogation, la première démarche. Et la seconde démarche a été plus simplement de continuer notre cycle de conférences organisées ici à l'INSEP sur la gouvernance du sport, puisque ces conférences ont régulièrement pour mission d'apporter des informations sur comment le sport est gouverné, en particulier en France. Et donc, pourquoi pas aller plus loin, ouvrir plus loin et continuer ce débat en lui donnant une dimension européenne. C'est pour cette raison donc, qu'on a contacté M. Le Lostec, qui est là ce soir, que je remercie de sa présence, et auquel je vais poser la première question traditionnelle, à savoir, qu'est-ce qui explique que vous arrivez là aujourd'hui, c'est-à-dire plus exactement quel a été votre parcours et comment en êtes-vous arrivé à cette responsabilité à l'unité sport de la Commission européenne. Merci. Très bien. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici parce que, ça me donne l'occasion d'expliquer ce que fait la Commission européenne dans le domaine qui vous intéresse, mais aussi parce que, précisément, j'ai un lien affectif lointain avec l'INSEP et j'en viens à mon parcours. En fait, j'ai été un étudiant en droit à Rennes avant de passer le concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'époque, qui était un concours ouvert aux étudiants, je dirais. Il y avait deux voies. Il y avait une voie, je crois, pour les gens qui étaient déjà dans le monde des professeurs d'éducation physique notamment. Il y avait un concours externe qui était un concours étudiant. Et comme le sport était ma passion, j'ai jamais été un pratiquant de haut niveau. Mon niveau était très très modeste, voire médiocre, mais c'était ma passion, donc ça m'a mon choix professionnel a été d'entrer au ministère de la Jeunesse et des Sports, et ça a marché puisque j'ai réussi ce concours. Et donc, pendant l'année de formation, j'ai souvent eu l'occasion de venir ici, et je reconnais à peine, je dois dire, je reconnais à peine, les choses ont changé, se sont considérablement modernisées. Je veux dire, ce que j'ai vu en une petite demi-heure est assez impressionnant. Et voilà, donc je suis entré dans cette voie, et je ne suis pas resté très longtemps d'ailleurs. Je suis resté 7 ans, d'abord à Rennes, ensuite au Mans. Et j'ai bifurqué vers l'Europe, vers la Commission européenne, parce que c'était mon autre passion. J'avais travaillé sur le droit communautaire, le droit international, les organisations internationales. Et là aussi, j'ai passé le concours, tout simplement, et j'ai réussi. Donc, je me suis retrouvé en 93 à Bruxelles. Et depuis 93, ça fait très longtemps. Donc, j'ai même eu... c'est pas très glorieux, enfin j'en suis pas très fier, mais j'ai eu une médaille pour les 20 ans de service à la commission. Ça rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire que j'y ai passé quand même pas mal d'années maintenant sur des différents sujets. Le sport, d'abord la formation professionnelle, ensuite j'ai été brièvement juriste dans les départements qui s'occupent du marché intérieur. J'ai passé une première période dans le domaine du sport il y a une dizaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé au cabinet d'un commissaire européen qui a un peu... je suis désolé, certains d'entre vous le savent parfaitement, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un commissaire européen, considérons-le comme un ministre européen en quelque sorte. Mais je suis sûr que vous le savez aussi bien que moi. Et depuis 1 an et demi, j'ai pris la responsabilité de l'unité sport
à la Commission européenne. Donc, bon, rien qui me prédisposait à ça au départ, c'est un peu le hasard de la vie. Et en même temps, j'en suis très content. Voilà un petit peu pour mon parcours à la Commission, enfin, mon parcours professionnel. J'espère que ça répond à votre curiosité. Voilà. Donc, vous savez tout, ou presque tout. Et j'embraye sur mon sujet, peut-être. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai été, en fait, donc je reviens avec vraiment beaucoup de plaisir ici. Et donc j'ai été invité à m'exprimer sur un sujet qui était les futures perspectives du sport de haut niveau au niveau européen. Et finalement, j'ai pris la liberté de changer un peu le sujet. J'espère que je ne serai pas sanctionné pour ça. Mais je pense que c'était quand même pas mal de traiter ce sujet, mais aussi d'expliquer un peu ce qu'on fait. Parce que certains d'entre vous le savent, mais d'autres ne le savent pas du tout. Et même à Bruxelles, je crois qu'il y a un certain nombre de collègues qui ne savent pas exactement ce qu'on fait pour le sport. Parce que la Commission européenne, en principe, c'est fait pour, je veux dire, pour l'économie, pour la concurrence, pour l'agriculture, mais Union européenne et sport, ça ne va pas de soi. Donc, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qui se passe à Bruxelles, ce qu'on fait, et aussi de toucher indirectement, bien sûr, le sujet qui vous en concerne davantage, c'est le sport de haut niveau. Alors, la présentation est en anglais, mais comme vous l'avez remarqué, je parlerai en français, mais j'espère que ça ne sera pas... J'imagine que ça ne sera pas un problème. Et d'ailleurs, je parlais avec M. Robin tout à l'heure de la diversité des parcours. Bon, c'est dans mon équipe, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, il y a des gens qui ont des parcours extrêmement différents. Des gens j'allais dire, plutôt des gens qui ont une formation scientifique, est-ce qu'il y a un juriste peut-être, des économistes, des gens qui ont plus fait de l'éducation physique, vraiment toutes sortes de parcours. Et donc, on ne peut jamais anticiper de quoi va être fait l'avenir, quelles vont être les opportunités. Et je veux dire, dans cette unité, je crois qu'on a vraiment, dans cette équipe, on a vraiment une très grande diversité de parcours. C'est parfois surprenant, c'est encore une petite anecdote, mais lorsque j'étais, lors d'une première période à l'unité sport, entre 1999 et 2004, c'était avant l'adhésion des nouveaux États membres, et j'avais été amené à faire un stage, enfin, à animer une session de formation en Slovénie pour les nouveaux États membres. L'objectif, c'était expliquer ce qu'on faisait. C'est exactement finalement ce qu'on fait aujourd'hui. Expliquer ce qu'on fait dans le domaine du sport. Expliquer l'acquis communautaire dans le domaine du sport. Quels sont nos programmes, quels sont nos règlements, etc. Et là, j'avais fait la connaissance d'une collègue qui est désormais une amie slovaque qui m'a dit, qui a été très surprise, ancienne athlète de haut niveau, une des meilleures mondiales dans sa discipline, qui s'est retrouvée avec des gens autour de la table qui avaient un profil très différent, mais absolument pas sportif. Je crois que c'était une des sportives qui était une des seules sportives, pas la seule quand même. Je dirais que c'était un quart d'anciens sportifs et les autres avaient un profil différent. Donc tout ça, c'est un peu pour répondre aussi indirectement à votre question. Et j'en viens à mon sujet. La politique du sport au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, est-ce qu'on sert à quelque chose déjà, parce que ça peut être une question légitime, certains la posent, donc il faut l'accepter, il faut y répondre. Et voilà un petit peu ce que je vais vous dire au cours de cette séance qu'on va passer ensemble. Déjà, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui mérite une question immédiate. Je dirais qu'il faut que ça soit complètement flexible et détendu. Donc les sujets que je vais couvrir au cours d'une présentation qui durera certainement pas 2 heures, mais il y aura de la place à des questions. Ça va peut-être être 3 quarts d'heure, 1 heure, on va voir.
Donc c'est finalement quelle est notre Bible, je dirais, hein, sur quelle base on agit, donc le traité de Lisbonne. Je vais vous parler de quelques documents politiques qui existent au niveau communautaire. Je vais vous dire quelques mots des actions préparatoires. Dans notre jargon, vous comprendrez tout à l'heure de quoi il s'agit. On a au niveau communautaire un plan de l'Union européenne pour le sport qui est un outil de travail essentiel. On a non seulement un plan, mais on a un programme qui est Erasmus+. Et puis on fait un certain nombre de choses, on dialogue avec les organisations sportives. Je vous dirai quelques mots aussi de deux sujets qui, j'ai cru comprendre, pouvaient un peu plus vous intéresser, juste pour vous dire ce qu'on fait en matière de gouvernance et ce qu'on fait en matière d'intégrité du sport. On aura cette année une initiative importante et visible, et au-delà de la visibilité qu'on espère avoir pour des effets à long terme, c'est la Semaine européenne du sport. Et puis voilà, il y aura une rubrique fourre-tout, autre sujet d'intérêt, mais qui n'est certainement pas la moins importante. Donc voilà un peu ce que je me propose de vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait et sur quelle base? Moi, depuis le premier jour de mon entrée à la Commission européenne, j'ai été confronté à des demandes qui étaient parfois tout simplement irréalistes, par un peu manque de connaissance de notre rôle et de ses limites. Je me souviens, en arrivant, je commençais en 93, je m'occupais de formation professionnelle et on savait que je connaissais un petit peu le monde du sport. Donc je me souviens de visiteurs me disant, voilà, vous devez, à la commission, imposer 5 heures de gym à l'école. Voilà. Et vous devriez adopter une directive dans ce domaine. Ou alors, plus récemment, voilà, problème d'agent de joueur, vous devriez harmoniser la profession d'agent de joueur. Ou alors, scandale, parce qu'il y a un certain nombre de transferts de footballeurs qui atteignent des niveaux astronomiques, vous devriez interdire ça. C'est le genre de choses, ce sont 3 exemples, mais on pourrait en donner des dizaines ou des centaines de choses qu'on nous demande parfois et qui ne sont pas de notre compétence, pour lesquelles on ne peut pas intervenir, pour la raison simple que nos compétences, contrairement à ce qu'on lit parfois dans la presse, une certaine presse populaire très agressive vis-à-vis de l'Europe, nos compétences, elles sont très claires, elles sont fixées par le traité. On peut faire un certain nombre de choses et il y a des choses qu'on ne peut absolument pas faire. Et ce n'est pas notre choix. Ça, c'est fixé dans les traités et c'est le choix des États membres, finalement. Finalement, ce qu'on fait, c'est ce qu'ont décidé ensemble les Français, les Britanniques, les Allemands, les Slovènes, les Slovaques, les Tchèques qui ont signé les traités, tout simplement. Ce sont les États membres qui nous ont donné ces compétences. Et en matière de sport, ces compétences sont fixées dans un article qui est l'article 165 du traité de Lisbonne. Et de la manière suivante, je vais commenter brièvement. Je vais commenter tout de suite d'ailleurs. Donc on nous demande 3 choses simples. On doit développer la dimension européenne du sport, et ça de 3 manières. Premièrement, en promouvant le fair play, enfin l'équité et l'ouverture des compétitions sportives. Deuxièmement, par la promotion de la coopération entre organisations du domaine du sport, investies dans le domaine du sport. Et troisièmement, en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs. Voilà ce qu'on nous demande. Et j'ai pas tout l'article 165 n'est pas là parce que l'article 165 couvre aussi l'éducation, la culture, l'éducation et la jeunesse. Et il dit, cet article 165, pas d'harmonisation, pas de réglementation. Donc c'est déjà une réponse à ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas harmoniser, par exemple, la profession d'agent de joueur. On ne peut pas
adopter une loi européenne, donc une directive, un règlement, je ne sais pas, imposant l'éducation physique dans les écoles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, pas de réglementation. Nos domaines, en fait, il y a deux principes fondamentaux qu'il faut avoir en tête si on veut comprendre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Premièrement, vous connaissez le principe de subsidiarité, on en parle dans la presse. On est contraint par le principe de subsidiarité. Ça, c'est typique du domaine du sport. Ça veut dire qu'on ne peut intervenir que si on peut mieux faire que les États membres, ou les organisations sportives, ou les collectivités locales d'ailleurs. Mais la compétence de base dans le domaine du sport reste aux États membres. Donc, et nous, on intervient seulement si on peut intervenir une plus-value dans un certain nombre de domaines limités. Donc, l'interlocuteur numéro un des organisations sportives nationales, régionales, locales, ça ne sera jamais la Commission européenne. Ça restera le niveau national ou régional et local. Donc, subsidiarité, ça, c'est un principe essentiel. Le deuxième principe essentiel, spécifique à notre domaine, c'est l'autonomie des organisations sportives. Et vous le savez là mieux que moi, on est dans un monde à part, un monde spécifique. On a parfois reproché à la Commission européenne justement de ne pas tenir compte de cette spécificité. C'est faux. C'est reconnu par le traité, c'est reconnu par un certain nombre de documents politiques et c'est reconnu par la Cour de justice. Contrairement à ce qu'on pense ou ce qu'on pensait, la Commission européenne ne considère pas le sport comme un secteur économique comme les autres. La Commission européenne considère que le sport est un secteur à part, que dans un certain nombre de domaines, il s'agit d'une activité économique comme une autre, et donc soumise aux règles du traité en ce qui concerne l'économie. Dans d'autres, non, pas du tout. Je veux dire, par exemple, le respect des équipes nationales, la Commission européenne ne remettra jamais en cause le fait qu'il y a des équipes nationales, même si on peut considérer que c'est... Voilà. Oui, bien sûr, c'est une discrimination, parce qu'il n'y a que des Français qui peuvent jouer en équipe de France. Il n'y a que des Allemands qui peuvent jouer en équipe d'Allemagne. Oui, c'est une discrimination en quelque part. Mais jamais on ira se mêler de ça. Et jamais on ira dire que ça, c'est contraire au traité. On n'ira jamais se mêler de règles purement sportives. On n'ira jamais dire qu'il faut 10 joueurs de foot dans une équipe et pas 11. Je veux dire, il y a un certain nombre de limites qui existent, dont on peut discuter les frontières, mais sur lesquelles dans lesquelles la Commission européenne ne mettra jamais les pieds. Un dernier mot de commentaire sur ceci. Donc, vous voyez un peu le cadre, c'est le cadre législatif et le cadre de nos interventions. Donc, c'est le traité de Lisbonne, donc signé en 2007 et qui entre en vigueur en décembre 2009. Donc, ça, c'est très récent. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un mot dans le traité sur le sport. Donc, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, mais je vais vous dire que la Commission européenne ne s'occupait pas de sport parce que ce n'était pas du tout sa mission. Comme je vous le disais, la Commission était faite pour autre chose, pour la pêche, l'agriculture, les transports, la concurrence, le marché intérieur, la libre circulation, mais certainement pas pour le sport. Donc, c'est même pas une autocritique de dire qu'on faisait rien sur le sport, c'est comme ça. C'était le choix des États membres et on était là pour le mettre en œuvre. Et ce que je viens de vous dire, finalement, c'est pas tout à fait vrai que la Commission européenne ne s'occupait pas de sport. J'aurais dû être plus précis, j'aurais dû vous dire la Commission européenne ne s'occupait pas de sport de manière spécifique. Parce que finalement, quelqu'un pourrait dire mais la Commission européenne ne s'occupait pas de sport. Et même si c'est pas la Commission, c'est la Cour de justice. Et l'arrêt Bosman 95, c'est pas du sport. Ou alors les aides d'État dans le domaine des aides aux clubs sportifs, c'est pas du sport. Si, c'est du sport, mais en fait, on s'en occupait de manière indirecte à partir d'autres articles du traité.
Et c'est vrai, l'arrêt le plus médiatique, finalement, un des arrêts les plus médiatiques de toute l'histoire de la construction européenne, ça a été l'arrêt Bosman en 95, donc sur les règles de transfert et sur les règles de nationalité. Moi, je me souviens, donc, dans cette première période, quand j'étais à l'unité sport entre 99 et 2004, j'avais été très impliqué dans les discussions sur les transferts de joueurs. Tous les accords entre... Les accords, c'est pas un bon mot. Mais je dirais, il y avait eu des discussions très dures entre la FIFA et la Commission européenne sur les règles de transfert en 2000 et 2001. Donc bien sûr, c'est du sport, mais c'était traité au titre des règles de concurrence et de libre circulation. Les aides d'État, cas français. À cette époque, il y avait une ministre dont certains d'entre vous, bien sûr, se souviennent, c'est Marie-Georges Buffet, qui avait voulu faire adopter une loi permettant l'aide à certaines conditions de l'État ou des collectivités locales aux clubs sportifs professionnels. C'était ça l'idée. Mais pas pour tout, pas pour payer les salaires de joueurs. C'était pour faire de l'insertion, pour faire de la formation. C'était vraiment une approche sociale. Et bien sûr, c'était a priori, ça pouvait potentiellement être un problème par rapport aux règles de concurrence du traité. Et finalement, l'affaire s'est bien terminée, puisque la France, à l'époque, Madame Buffet a eu le feu vert pour mettre en œuvre cette réforme. Donc tout ça, voilà. Donc mon dernier message sur ce slide, ça va être de dire que la Commission européenne s'occupe du sport depuis 2009. Elle s'en occupait pas avant 2009 de manière spécifique, mais malgré tout, il y a eu un certain nombre de décisions communautaires qui ont eu une influence importante ou majeure sur l'organisation du monde du sport, et que maintenant on est dans une autre période où il y a un certain nombre de politiques possibles dont je vais vous dire quelques mots. Mon deuxième slide, ça sera pour vous dire quand même un mot sur l'organisation. Parce que pour bien comprendre ce qu'on fait, je crois qu'il faut savoir à peu près ce qu'on représente, où on est et dans quelle structure. Comme je ne connais pas avec exactitude le degré de connaissance de chacun, pour certains c'est trop simple, pour d'autres... mais je prends le risque donc de vous dire quand même que la Commission européenne, c'est un collège, c'est une équipe qui comprend un certain nombre de commissaires, dont l'un, les noms n'y sont pas, hein, donc qui est présidé depuis peu par un luxembourgeois, M. Juncker, et qui comprend donc une équipe avec un commissaire, donc au coin à gauche, qui est responsable de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport. C'est en fait notre ministère des Sports européen. Hein. Et ce commissaire est M. Navracic, le Hongrois. Sa je ne sais pas si ça se dit, prédécessrice, sœur. Ok. Est-ce que c'est politiquement correct? Oui. Ok. C'était Madame Vassiliou. Et avant, il y a eu M. Figel, il y a eu Madame Reding également. Donc voilà, on a un commissaire en charge de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport. Considérons-le comme le ministère européen chargé de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports. La grande nouveauté depuis le 1er novembre de l'an passé, c'est que pour la première fois, on a un commissaire qui a le mot sport dans son portefeuille. Ça, c'est la première fois. Le sport existait auparavant, mais n'a jamais été affiché comme dans l'intitulé du commissaire, du portefeuille du commissaire. Donc, M. Navracic est l'interlocuteur naturel des organisations sportives. Moi, je travaille pour lui, donc, et bien sûr, hein, sur la base de ce que je vous disais, il y a un certain nombre d'autres commissaires qui peuvent parfois, sur certains sujets, toucher
toucher à des sujets sportifs. Par exemple, il y a des cas, des difficultés parfois sur les règles de nationalité concernant certains clubs sportifs. Et dans ce cas, il y a la commissaire en charge de l'emploi, des affaires sociales et des compétences qui peut être amenée à intervenir. Si on parle des aides d'État, il y a un commissaire chargé de la concurrence qui peut intervenir. Donc voilà un peu comment ça marche. Un dernier mot sur ce slide, c'est que la commission est un organisme collégial. En fait, notre conseil des ministres, nous, c'est le collège des commissaires qui se réunit tous les mercredis matins. Et toutes les décisions sont prises de manière collégiale. C'est-à-dire qu'une décision concernant le sport, par exemple, n'est pas prise par M. Navračić seul. Enfin, je parle des grandes décisions législatives. Elle est prise par l'ensemble du collège des commissaires. Et même une décision concernant l'agriculture ou je ne sais pas, les affaires économiques et financières n'est pas prise par un commissaire seul, même s'il est commissaire à l'agriculture, aux affaires économiques et financières. Elle est prise par l'ensemble du collège des commissaires. Et j'ai vécu en tant que membre de cabinet cette mécanique interne, puisque le rôle d'un membre de cabinet du commissaire, c'est bien sûr de le conseiller sur un certain nombre de politiques qui sont de sa responsabilité, mais c'est aussi de passer ses journées dans de très nombreuses réunions portant sur l'agriculture ou les transports, ou tous les sujets où on peut être, où on amène, où on valide au nom du commissaire un certain nombre de positions. Alors, voilà ce qu'on peut considérer comme le niveau politique. Et en termes de structure, voilà notre direction générale de l'éducation et de la culture, donc, qui couvre donc le sport. C'est un organigramme un peu compliqué, c'est pas écrit grand, mais une de ces petites cases, c'est l'unité sport. Hein. Ça correspond à la C2, c'est l'unité sport. C'est pour vous montrer quelle est notre place à la Commission européenne. Il y a cette direction générale avec 2 directions qui sont consacrées. Ce qui est en vert, c'est notre agence exécutive. C'est un peu à part, c'est une organisation extérieure à nous, donc ce n'est pas vraiment l'organigramme, c'est plus que l'organigramme de la direction générale, mais on a 5 directions, 2 qui concernent l'éducation, la 3e qui concerne la jeunesse et le sport, la 4e qui concerne la culture, et la 5e, c'est les ressources, les finances, etc. Donc l'unité sport, c'est ça, cette unité C2, c'est 17-18 personnes à peu près. Voilà l'équipe qui fait ou qui conseille ou qui contribue à la politique du sport au niveau de l'Union européenne. Donc c'est, je ne sais pas quelle est la taille moyenne d'un service municipal des sports d'une ville moyenne, mais voilà, il ne faut pas s'imaginer des gros bataillons de collègues travaillant sur le sport, c'est 17-18 personnes. Donc voilà, vous voyez un peu où est notre situation. Et donc maintenant, je vais revenir, je dirais, aux aspects plus politiques. L'étape clé, ça a bien sûr été le traité de Lisbonne, donc entré en vigueur en 2009. Hein. Mais auparavant, le terrain avait été préparé. Il y a eu un certain nombre d'initiatives, de documents qui ont été adoptés. Je vous en ai mentionné un certain nombre et je vais passer assez vite dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ont vraiment une très grande curiosité intellectuelle là-dessus, vous pouvez aller les regarder. Mais sinon, je ne vais pas commenter chacun d'entre eux. Dans un certain nombre de conférences, d'ailleurs, vous entendrez dire que la communication sur le sport, le white paper, le livre blanc sur le sport en 2007, a été le premier document politique de la Commission dans le domaine du sport. C'est faux. Le premier a été le rapport d'Helsinki sur le sport, adopté en 1999. Rapport qui visait à sauvegarder les structures européennes du sport et maintenir l'ascension sociale du sport, etc. Donc, ça a été le premier document politique dans le domaine du sport où la Commission a commencé à dire quelque chose sur le sport. Jusqu'à présent, il
le mot sport apparaissait dans tel ou tel texte, mais c'est le premier document où on a 10 pages qui expliquent un peu ce que la Commission pense du sport et comment elle voit, la politique du sport et l'évolution du sport. Et ensuite, je survole un certain nombre d'étapes, dont une d'ailleurs a été sous présidence française, c'est la déclaration de Nice en 2000, déclaration du Conseil sur les caractéristiques spécifiques du sport. C'est la fameuse spécificité du sport qui a été reconnue par le Conseil et ses fonctions sociales en Europe. Et ensuite, je dirais, les deux documents clés pour nous avant les plans de travail dont je vais vous dire quelques mots tout à l'heure, ça a été le livre blanc sur le sport de 2007 et la communication sur le sport adoptée en 2011. Donc tout ce que je veux vous dire par là, sans entrer dans le détail, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions en concertation avec les États membres et les organisations sportives sur le sport depuis quelques années. Et j'ai mentionné aussi, j'aurais pu en mentionner beaucoup d'autres, mais je mentionne juste un rapport qui a été fait par le Parlement européen de 2012, le rapport Fissas. Monsieur Fissas est un député espagnol qui est toujours élu d'ailleurs et qui d'ailleurs est président à l'heure actuelle de l'intergroupe sport au Parlement européen. Et M. Fissas a fait un rapport en 2012 où il a lancé l'idée d'une journée européenne du sport qui finalement va devenir la semaine européenne du sport dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, je vais vous dire tout à l'heure que on a eu, et on dit d'ailleurs un peu rapidement que avec le programme Erasmus+, et son chapitre sport, on a pour la première fois un budget pour le sport au niveau de l'Union européenne, qu'avant, il n'y en avait pas. Là aussi, c'est un peu réducteur et ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, à l'initiative du Parlement européen, depuis 2009, il y a ce qu'on a appelé des actions préparatoires qui ont été votées. En clair, ce sont des budgets qui ont été votés par le Parlement et qui ont été mis à disposition de la Commission européenne pour exécuter ces budgets. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça action préparatoire? C'est que le Parlement a la possibilité, quand il n'y a pas de base légale, d'adopter des actions qui préparent ces bases légales ou qui préparent une politique qui va suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Parlement européen a toujours été très en faveur d'une politique du sport. Et donc, depuis 2009, le Parlement a décidé de voter ses budgets année après année pour préparer ce qu'on pensait pouvoir être à l'époque le futur programme européen du sport. Et voilà un certain nombre de thèmes qui ont été couverts par ces budgets. Donc, santé et éducation physique en 2009, donc l'égalité des genres en 2009. Ils ne sont pas tous là. Chaque année, il y avait entre 3 et 5 thèmes. Donc en 2010, la lutte contre le dopage et l'inclusion sociale. En 2011, la lutte contre la violence et l'intolérance dans le sport. Un peu la gouvernance du sport aussi, donc le renforcement de l'organisation du sport. En 2012, la lutte contre la manipulation des matchs et le sport au niveau municipal. Et en 2013, la bonne gouvernance, la double carrière et les jeux traditionnels, enfin, les sports et jeux européens traditionnels. Donc, grâce au Parlement européen, on a quand même eu chaque année depuis entre 2009 et 2013, entre 3 et 5 millions à peu près sur le sport. Et on avait besoin de cette base légale parce que je vais vous... dans la préhistoire du sport, et là je parle des années 98-99, il y avait des fonctionnaires de la Commission qui s'étaient dit, tiens, très bonne idée, on va mettre en place un programme sport. On va mettre en place un programme sport. Et finalement, il y a eu 2 programmes d'adopter. En fait, c'était des initiatives nées dans l'enthousiasme et grâce à la créativité, j'imagine, des
des collègues que je connais d'ailleurs, qui avaient été à l'initiative de ces idées. L'un, j'ai plus leur nom, mais l'un, je crois, s'appelait Eurathlon, et l'autre, c'était Sport pour handicapés, quelque chose comme ça. Ça a duré 1 an, cassé par la Cour de justice pour absence de base légale. Parce qu'on ne peut pas inventer comme ça, on ne peut pas attribuer la possibilité de prendre des initiatives. Il faut toujours qu'on soit couvert par une base légale, qu'on ait la légitimité de le faire. Et c'est pour ça que le traité maintenant est extrêmement important pour nous. Avant, vous voyez, 2 programmes sont nés, annulés immédiatement. C'est un peu plus compliqué que ça, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était le gouvernement britannique qui avait saisi la Cour de justice parce qu'il contestait justement la possibilité pour notre direction générale des affaires sociales d'adopter certains programmes sociaux. La Cour de justice avait donné raison au Royaume-Uni. Et du coup, la Commission elle-même a un peu passé en revue tous ces programmes pour voir ce qui était vraiment solide ou pas. Et le moins solide qu'on pouvait imaginer, c'est le sport. Puisqu'il n'y avait rien, donc annulé. Donc, grâce au Parlement, on a pu faire ça. Et l'idée est, et vous voyez tous ces thèmes qui sont là, sauf ceux de 2013, parce qu'on va voir ce qu'on va en faire. On les retrouve dans le programme Erasmus+, dans le nouveau programme Erasmus+. Alors, on a, je vous disais, moi j'ai connu une époque à l'unité sport où on n'avait ni base légale, ni orientation politique, ni argent. Autant vous dire que la crédibilité était moyenne et que ça reposait, tout ça, sur notre action. C'était une toute petite équipe, d'ailleurs, notre action reposait un peu, voilà, précisément sur une crédibilité personnelle, et malgré tout, on jouait un rôle de coordination politique qui était demandé par les États membres. Mais quand même, quand on n'a ni argent, ni base légale, ni orientation, c'est difficile d'être ambitieux. Maintenant, on est dans un monde complètement nouveau. On a une base légale, je vous l'ai dit. On a des priorités, je vais vous en parler, et on a un peu d'argent, pas beaucoup, je vais vous en parler. Des priorités. Ces priorités, elles ont été fixées dans le plan de travail de l'Union européenne pour le sport. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan de travail? C'est une méthode de travail qui a été mise en place spécifiquement dans notre domaine. Parce que, en fait, on est dans un domaine précisément où on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être très prudent parce que tout de suite, on touche aux compétences nationales. Moi, je peux vous dire, je représente la commission au groupe de travail du Conseil sur le sport. On a une réunion à peu près 1 fois par mois où on discute de nos initiatives. Et il y a un certain nombre d'États membres qui sont très vigilants sur ce qu'on peut proposer. Dès qu'il y a un certain nombre d'initiatives, il y a 3 ou 4 États membres, toujours les mêmes, qui immédiatement ont un a priori au moins de doute, c'est-à-dire pourquoi vous faites ça, est-ce qu'on ne fait pas ça mieux au niveau national? Donc il faut vraiment qu'on soit très attentif à ça. Alors pour pouvoir avancer dans le domaine du sport, le mieux c'est de se mettre d'accord entre commission et États membres, parfois Parlement, mais entre commission et États membres essentiellement. Et le plan de travail de l'Union européenne sur le sport, c'est exactement ça. C'est une espèce d'accord entre le Conseil, enfin disons les États membres et la Commission, sur un certain nombre d'actions à entreprendre, très concrètes, très précises, sur une période donnée. Donc on a eu un premier plan de travail sur le sport qui a couvert 3 années, 2011-2014, et on vient d'entrer dans le deuxième EU Plan for Sport, donc le deuxième plan de travail de l'Union européenne pour le sport, qui va couvrir les années 2014-2017. Ce deuxième plan de travail pour le sport a été adopté en mai 2014. En fait, ça permet, c'est une méthode de travail
très apprécié parce qu'on se met d'accord pour quelques années, ça évite, ça évite les problèmes, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit produire, ça facilite aussi, des contacts permanents et un dialogue permanent avec un certain nombre d'États membres, et en plus les sujets identifiés comme des priorités l'ont été de manière assez consensuelle parce qu'elles ont fait l'objet d'un accord entre Commission et États membres, et en plus les organisations sportives et les stakeholders, comme on dit dans notre jargon, ont été largement associés. Donc c'est une méthode qui a, dont on a entendu beaucoup de bien jusqu'à présent. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans un EU Work Plan for Sport? Je vais vous dire deux mots de l'actuel, de 2014, de 2017, que certains d'entre vous connaissent très très bien. Donc on a trois priorités qui sont l'intégrité du sport, la dimension économique du sport et sport et société, les aspects société du sport. La méthode consiste à mettre en place des groupes de travail et sous l'ancien plan, il y avait 6 groupes. Là, la décision a été prise par principe de réduire un petit peu le nombre de groupes et 5 groupes ont été réunis. Donc, il y en a un sur la manipulation des matchs, l'un sur la bonne gouvernance, l'un sur les ressources humaines, mais qui couvre l'éducation et la formation, l'un sur l'éducation physique en tant que facteur de santé, et le dernier sur la dimension économique. Donc des groupes d'experts sont mis en place, composés de représentants d'États membres. La Commission européenne en assure le secrétariat, et je dirais un peu le secrétariat au sens noble, c'est-à-dire que ça consiste pas seulement disons au sens large plutôt que noble, ça consiste pas seulement par exemple, à envoyer des invitations ou à organiser les réunions, ça consiste aussi à assister les États membres et les présidents de groupes de travail. Il y en a un présent dans la salle sur un certain nombre de produits, donc d'apporter ce qu'on peut apporter en termes de substance à la production de ces groupes. Donc, et ces groupes d'experts ont des missions très précises. C'est ce qu'on appelle des outputs. Certains parlent de délivrables. Enfin, on n'a jamais trouvé un mot complètement adapté ou complètement satisfaisant. Disons des produits. Et on sait qu'à la fin de ces 3 années, il y a 16 produits très précis qui devront être fournis. 2 exemples. Je ne vais pas tous vous les donner, mais par exemple, dans le groupe d'experts sur la dimension économique du sport, dans les 3 ans, devra avoir fait ceci. Il devra avoir produit donc des recommandations pour mesurer les bénéfices économiques du sport. Il devra avoir produit des recommandations sur les grands événements sportifs, en particulier sur les aspects de legacy, je ne sais pas... héritage des événements sportifs. Il y a le développement, le financement soutenable du sport, et il y a aussi la production de guidance pour encourager l'investissement dans le sport, etc. Donc voilà des exemples de produits qui doivent être fournis avec une date donnée, avec une deadline, et je vois qu'il en manque une d'ailleurs, par ces groupes de travail. Un autre exemple, dans celui qui couvre les ressources humaines. Donc vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être produites en termes de volontariat, des recommandations sur le volontariat, des échanges de bonnes pratiques aussi sur les qualifications sportives, des travaux aussi sur la double carrière, donc avec chaque fois des deadlines, des dates précises. Donc voilà un peu ce que font ces groupes d'experts dans le domaine du sport. Je dois dire que la Commission européenne, c'est intéressant parce que moi, quand je suis arrivé dans cette unité, à la tête de cette unité sport, c'était l'époque où on évaluait
ce premier plan de travail, 2011-2014, est-ce que ça a bien marché? Tout le monde nous disait ça a bien marché, mais peut-être qu'on pourrait faire encore mieux, peut-être qu'on pourrait déjà réduire le nombre de groupes, parce que finalement, participer à toutes les réunions, c'est pas si facile. Et deuxièmement, peut-être qu'il faudrait mieux impliquer les organisations sportives aux travaux de ces groupes, parce que les organisations sportives ont leur place dans ces groupes, mais en tant qu'observateurs. Ce sont des groupes d'États membres. Donc, en fonction des groupes, les organisations sportives sont invitées à participer à tout ou partie de la réunion, parfois à s'exprimer, parfois pas à un moment de sortir de la salle. Donc, clairement, il y a les États membres et puis les organisations sportives sont invitées sur une base qui est décidée par chaque groupe et chaque président de groupe. Et puis, on a fait quelques propositions à la Commission pour essayer de renforcer un peu la place des observateurs, de renforcer la place des organisations sportives, d'améliorer, même si ça fonctionnait déjà très bien, ces groupes. Et finalement, lors des discussions, des négociations au Conseil, on nous a dit, finalement, nos propositions ont été rejetées, et je comprends. Et on nous a dit, finalement, on est très content de la manière dont ça marche, donc on continue comme ça. Donc finalement, ce deuxième plan de travail 2014-2017, c'est un peu la reconduction du premier, mais avec des sujets qui se sont renouvelés, tenant compte des nouvelles priorités. On a un article dans le traité, on a des priorités politiques, et on a un budget. Ça, c'est le troisième pilier qui fait maintenant, je veux dire, j'allais dire, légitimité ou crédibilité. Avant, d'ailleurs, je devrais préciser quelque chose, c'est que, en termes de priorité politique, comment formuler ça, disons, il y a une vie en dehors de EU Work Plan for Sport, parce que la Commission a des tâches qui lui sont confiées par le traité, et un certain nombre de ces tâches sont adressées, sont prises en compte dans le cadre de ce plan de travail pour le sport, mais qui se limitent finalement à produire 16 choses très concrètes. Mais bien sûr, ça n'enlève pas à la Commission son droit d'initiative et la possibilité par ailleurs de faire des choses qui ne sont pas nécessairement prévues dans le EU Work Plan for Sport. Exemple, on parlera de la Semaine européenne du sport. Exemple, je vous dirai 2 mots aussi sur les négociations de conventions internationales, celles sur la manipulation des matchs. Par exemple, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement dans le plan de travail sur le sport et qui se font malgré tout. Le commissaire pourrait prendre des initiatives qui ne sont pas nécessairement dans le plan de travail sur le sport. Disons que c'est une méthode pour atteindre un certain nombre d'objectifs, mais qu'il y a d'autres choses qui se passent à côté. Alors, Erasmus+. Erasmus+ c'est notre programme phare, en quelque sorte. Tout le monde connaît Erasmus, c'est un peu, disons, par rapport à une Europe qui n'est pas toujours appréciée, aimée, qui est parfois critiquée. C'était un peu l'Europe à visage humain, Erasmus. C'est un peu le genre d'initiative qui avait très bien marché, et tout le monde disait c'est bien, il faut qu'on continue ça, et c'est bien ce que fait la Commission. C'est pour ça que finalement Erasmus+, qui était finalement limité à l'échange d'étudiants, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est devenu un peu le label qu'on utilise pour notre nouveau programme. On a un programme Erasmus+, désormais, qui couvre beaucoup plus, bien sûr, que les échanges d'étudiants, qui couvre l'éducation, la jeunesse et désormais le sport. Et ça, c'est la grande nouveauté. C'est la grande nouveauté. Pour la première fois, il y a un programme spécifique et qui n'est pas une action préparatoire du Parlement consacrée au sport. Le budget, vous l'avez pour 7 ans, 265 millions. C'est peu, c'est beaucoup. Par rapport à de là d'où on vient, c'est considérable, bien sûr, et c'est quelque chose qui nous donne quand même un impact qu'on n'avait pas nécessairement auparavant.
Peut-être 2 commentaires sur Erasmus+. Il y a eu des discussions, ça vaut aussi pour la jeunesse, hein, des grosses bagarres lors de la négociation de ce programme pour dire on veut un programme sportif, on veut un programme spécifique pour le sport, on veut un programme spécifique pour la jeunesse. Dans la jeunesse en particulier, les discussions ont été très, très intenses. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le choix de la Commission, et ce choix a été entériné par le Parlement et le Conseil. Pareil pour le sport, même s'il y a eu moins de difficultés. Et finalement, on s'aperçoit que ça a été quand même un très bon calcul. Parce que j'imagine un programme jeunesse ou un programme sport autonome, ces programmes auraient eu des budgets très limités. En fait, on a eu la chance finalement d'être intégré dans un programme, dans un gros paquet qui a eu une priorité politique et de la Commission et du Parlement à un moment, puisqu'on a mis l'accent sur l'éducation et sur la nécessité de faire plus sur la formation, éducation et formation. Et du coup, sport et jeunesse, qui étaient à bord de ce programme, ont bénéficié automatiquement d'une croissance ou de possibilités budgétaires qu'ils n'auraient pas eu auparavant. Donc le budget qu'on a n'aurait certainement pas été au même niveau si on avait eu un programme uniquement pour le sport. La deuxième remarque que je voulais faire, je l'ai oubliée. Non, c'était, voilà, une idée fondamentale du programme, c'est que le programme est au service de politique. Ce n'est pas un instrument autonome. Les subventions n'ont pas pour objectif de faire plaisir aux organisations sportives, aux États membres. Si on le fait, tant mieux. Mais ce n'est pas ça l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1, c'est de répondre à des demandes qui nous ont été fixées par le traité ou par les documents politiques, donc de lutter contre le dopage, de lutter contre la manipulation des matchs, de favoriser la bonne gouvernance. Donc le programme est vraiment un outil au service de politique. Et ça, il faut jamais l'oublier. Je vais vous dire 2 mots de ces priorités tout de suite. Juste pour... ça va de soi, mais non, ça ne va pas tant que ça de soi, parce que je me souviens que on a chez souvent un certain nombre de visiteurs, parfois même à l'époque où j'accompagnais mon commissaire à Strasbourg, on recevait un certain nombre de parlementaires ou de visiteurs qui venaient nous dire, voilà, j'ai un projet et j'aimerais bien que vous le financiez. Et même le commissaire n'était pas en mesure de dire, oui, votre projet, il est très bien, je le prends. Ça ne se passe pas comme ça. Même si le projet était très bien, même s'il correspondait à nos priorités, même s'il avait l'air parfait, tout ce que pouvait dire le commissaire, c'est date limite, en l'occurrence le 14 mai, appel à proposition, et c'est comme ça que marchent nos financements. On a régulièrement, désormais c'est 1 fois par an, un appel à proposition qui sort, couvrant l'éducation, la jeunesse et le sport. On a des deadlines qui sont diversifiées, qui dépendent des actions. Dans le domaine du sport, on en a 2 chaque année. Enfin, on en avait 2 en 2015. Et donc, il faut déposer un dossier avant cette deadline. Et la deadline pour la grande deadline, la deadline importante pour 2015, c'est le 14 mai. Pour ce qu'on appelle les projets de collaboration, dont je vais vous dire 2 mots. Une autre remarque importante, c'est que nos projets sont nécessairement des projets à dimension européenne. Donc, on a aussi de nombreux courriers ou demandes. J'ai encore en tête des choses de la semaine dernière. Voilà, notre association sportive a été retenue pour participer à une compétition internationale et voilà, ça coûte cher et ça demande un gros effort aux parents. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non, c'est très bien, on a énormément de respect pour ça, mais on ne peut pas faire ça.
voilà, on organise tel championnat. Pour la première fois, la ville, je dis au hasard, la ville de Chaumont, la ville de Brest organise les championnats de France de telle discipline, ou même les championnats d'Europe de telle discipline. Est-ce que vous pouvez intervenir? Non, non, malheureusement, parce qu'il faut... malheureusement, c'est comme ça, ce sont nos règles administratives budgétaires et c'est le choix finalement qui nous sont avec lesquelles on doit vivre. Ce sont les règles qu'on doit appliquer. Ces projets doivent répondre à un certain nombre de critères qui sont notamment, il y en a d'autres, mais qui sont notamment d'être des projets européens. Et par exemple, ces collaborative partnerships, ces projets de collaboration, doivent comprendre au minimum 5 partenaires européens et les événements doivent comprendre 15 partenaires européens. Les priorités, les objectifs du programme sont assez larges. Hein. Vous allez... alors, c'est de combattre les menaces, les transnationales sur le sport, telles que le dopage, la manipulation des matchs, la violence, le racisme ou l'intolérance. C'est de soutenir la bonne gouvernance dans le sport et la double carrière des athlètes. Et c'est enfin de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité des chances et puis l'activité physique bienfaisante pour tous à travers une participation accrue et des activités volontaires dans le domaine du sport. Voilà un peu les objectifs très généraux du programme. Et on y répond de 4 manières. On a 4 types d'outils pour financer, soutenir ces objectifs. On a le gros paquet, c'est Support for Collaborative Partnership. Ce sont les projets de bonne gouvernance, projets de match fixing, projets d'anti-doping, projets de social inclusion, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le gros paquet. Sur 22 millions cette année, je pense qu'il y en a 15 ou 16 sur les Collaborative Partnerships, 17 si on compte la semaine européenne du sport. Les événements, on a une petite partie qui a été consacrée aux événements, qui n'est pas très populaire d'ailleurs, que le Parlement n'aime pas, puisqu'on nous a contraint, le programme nous contraint à mettre maximum 10% de nos crédits sur ces événements. On a aussi une ligne nous permettant de financer, des rapports, des études qui peuvent aider à construire des politiques. Donc, chaque année, la Commission européenne lance un certain nombre d'études entre 3. On a une année record l'an passé avec 5 études. Et ce sont des études, en fait, ce ne sont pas des études qui restent cachées et qui ne sont jamais utilisées, qui terminent dans un tiroir. En fait, ce sont des études qui, pour beaucoup, ont eu pas mal de retentissement sur les transferts, sur les joueurs formés localement, sur l'égalité des gens, sur le match fixing. Ce sont des études qui ont souvent fait référence dans les milieux du sport. Même si c'était avant le programme Erasmus+, mais on a désormais donc cette possibilité accrue. Et on a le dialogue avec les partenaires du sport, dont je vous dirai quelques mots après. Donc juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, parce que, et ce sera mon dernier mot sur Erasmus+, on a l'an passé, on a reçu, vous voyez, 440 dossiers, 44 projets retenus, 10%. Donc, bien sûr, beaucoup de frustration, beaucoup en même temps, c'était un signe d'un intérêt énorme du programme. Et on réfléchit très sérieusement pour dans les années qui viennent, avec un budget accru, d'ailleurs qui sera considérablement accru, puisqu'on passe de 22 à 33 millions, à prendre plus de petits projets, à certainement diminuer le montant, le plafond des projets, et à essayer vraiment de s'adresser davantage au sport de masse que ce qu'on faisait jusqu'à présent.
Oui, sur Erasmus+, j'aurais dû vous dire quelque chose qui peut-être revêt une importance pour certains d'entre vous aussi. C'est que, contrairement à ce qu'on son nom pourrait penser, on ne finance pas sur Erasmus+, des bourses individuelles, enfin en sport, bourses individuelles ou des programmes de mobilité ou des choses comme ça. Ça se fait dans le domaine de l'éducation, mais il faut considérer qu'en sport, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais on est dans la première année de mise en œuvre du programme. Pour l'instant, ça n'est pas possible parce qu'il y a des limites budgétaires qui ne nous le permettent pas. C'est pas prévu comme ça. Donc, même si ça s'appelle Erasmus plus sport, on ne finance que des projets aux organisations dans le cadre de partenariats européens. Le dialogue avec les organisations sportives, on nous demande de l'organiser à travers le traité. On a un certain nombre de moyens pour ça. Donc, alors bien sûr, il y a plein de nombreuses conférences, de nombreuses réunions. On a notre forum annuel. On a aussi un important forum annuel qui est consacré au sport. On a un dialogue, un semblant de dialogue structuré avec certaines organisations sportives. Et on a... je le mentionne, même si pour l'instant il n'y a qu'un cas, on a signé ce qu'on a appelé un arrangement de coopération avec l'UEFA l'an passé, en octobre dernier, qui prévoit une discussion régulière avec l'UEFA pour les 3 ans à venir sur tous les grands sujets du sport, enfin que ce soit éducation, transfert, fair play financier, dopage, violence, enfin voilà, voilà des sujets sur lesquels on va se voir régulièrement et on va discuter, on va discuter avec l'UEFA. Alors, je pense que je vais terminer dans les 5 minutes, 5-10 minutes maximum, pour laisser quand même un peu de temps aux questions. 10 minutes, je dirais. Je passe très brièvement sur la gouvernance. Je sais que c'est un sujet d'intérêt. Quel que soit le sujet, on a 2 outils pour y faire face à la Commission européenne. On a le budget et on a la politique, je dirais, le dialogue politique. Le budget pour la gouvernance, ça a été les actions préparatoires. On a financé un certain nombre de projets avec ces actions préparatoires. Et on aurait dû ajouter Erasmus+, bien sûr, qui est maintenant une réponse qu'on peut apporter budgétairement à certaines organisations qui auraient des projets pour travailler ensemble en matière de bonne gouvernance. Et on a aussi le dialogue politique. Et ça, finalement, c'est un instrument considérable parce que nous, à la Commission, on a la chance d'avoir les structures ou d'avoir la possibilité de mettre autour de la table tout le monde, tous les États membres, toutes les organisations sportives, soit dans le cadre des groupes d'experts, soit dans d'autres cadres, ou éventuellement des groupes du Conseil. Et les États membres sont très demandeurs de ça. Il y a des sujets typiquement nationaux pour lesquels on n'a pas besoin de nous. Et il y en a d'autres qui sont typiquement internationaux et pour lesquels une coopération est absolument nécessaire. Dopage, manipulation des matchs, ce sont les deux des exemples les plus spectaculaires du moment. Donc finalement, parfois, le dialogue politique est aussi important que la possibilité de financer des projets. Je pourrais dire la même chose sur l'intégrité, où on a aussi, si on parle d'intégrité au sens large, un certain nombre d'actions préparatoires qui ont été financées entre 2009 et 2013. On a aussi Erasmus+, désormais, qui permet des financements. On a un dialogue politique qu'on organise. Et on a peut-être une particularité ici, c'est qu'on est en train de négocier, on a négocié une convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des résultats des compétitions sportives. Vous savez peut-être pas, mais depuis 2 ans, ces négociations ont été préparées sous l'égide du Conseil de l'Europe. La Commission l'a négocié au nom des États membres et on est en ce moment dans la phase d'adoption de cette, pas d'adoption, de signature de cette convention.
qui devrait être signé par potentiellement par tout État, mais au sein de l'Union, tous les États membres et la Commission au nom de l'Union peuvent potentiellement la signer. Il y a déjà 9 États membres, dont la France, qui l'ont signé, et la Commission est en ce moment dans le processus dans la procédure de signature, je dirais, parce que pour qu'on puisse signer, il nous faut l'autorisation des États membres. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas s'engager. Il faut qu'on ait un mandat du Conseil pour signer, pour pouvoir signer une convention internationale. Donc, on a demandé au Conseil l'autorisation de signer cette convention il y a quelques semaines, en mars. Donc, je ne dis rien de plus sur cette convention. Et je vais enfin dire quelques mots sur la semaine européenne du sport. De quoi s'agit-il? C'est une initiative déjà qui n'est pas une idée de la Commission. On considère bien sûr que c'est une bonne idée, aussi parce qu'on est là pour la défendre, mais on n'est pas à l'origine de cette idée. Cette initiative, elle vient du Conseil et du Parlement. Le Parlement, je vous ai parlé tout à l'heure du rapport Fissas. Voilà, c'était Monsieur Fissas, ce député, a proposé qu'on fasse quelque chose dans ce domaine il y a 2 ans, 3 ans. Et le Conseil nous a aussi demandé, dans des conclusions, de travailler à l'organisation éventuelle d'une semaine européenne du sport. Donc depuis 2012-2013, on a travaillé, consulté, et ça a été un long processus, je dois dire, parce que c'est typiquement le genre d'initiative pas forcément consensuelle. Parce qu'on peut toujours se dire, est-ce qu'on a besoin de la semaine européenne du sport? Finalement, il y a de nombreuses... certains États membres, et la France en est un, qui organisent ce genre d'initiative. Il y a une semaine européenne, une semaine française organisée en septembre. Il y a les Pays-Bas font la même chose, les Belges font la même chose. Il y a de très nombreuses organisations sportives ou des municipalités ou des régions qui n'ont pas besoin de la Commission pour organiser quelque chose. Donc, on a eu ce genre de discussion. Mais on a eu aussi beaucoup de retours positifs disant « mais c'est une excellente idée parce que peut-être que certains n'en ont pas besoin, mais d'autres en ont besoin ». Et en résumé, hein, je grossis le tableau, je grossis le trait, pardon, mais les États du Nord, finalement, avaient peut-être moins besoin de la Commission que certains États de l'Est ou du Sud qui sont complètement intéressés par cette initiative. Donc on a eu beaucoup finalement d'encouragement à certaines conditions. La dernière chose à faire, ça serait d'arriver là avec un modèle de la Commission. Voilà comment ça se passe, voilà comment vous devez faire du sport. D'arriver avec un modèle tout fait, imposé dans chaque État membre, c'était la dernière chose qu'on voulait faire. Même sur les dates, on a été flexible, puisque la date qui a été définie pour la semaine bruxelloise, c'est la 2e semaine de septembre, mais on a laissé la flexibilité à tous les États d'organiser leurs événements nationaux, leurs semaines nationales, entre la 2e semaine de septembre et fin septembre. Donc, flexibilité extrême, une labellisation. De très nombreuses organisations étaient intéressées par en fait, tout simplement un cachet de la Commission européenne. Semaine européenne du sport... et ce qu'on espère à travers cette semaine, je veux dire, au-delà de l'événement, alors on espère que ça va être des événements sympas, agréables, festifs. Il y a de très nombreuses organisations qui ont manifesté, au-delà des États membres et des collectivités locales, il y a de très nombreuses organisations qui ont manifesté leur intérêt, qui vont participer par des journées portes ouvertes, des tas d'initiatives. On espère, enfin l'objectif ambitieux et j'espère pas naïf, c'est d'essayer d'avoir un impact à long terme sur le niveau de pratique du sport et de l'éducation physique, hein, au-delà de l'événement. C'est un peu ça l'ambition partagée avec les États membres. Voilà un petit peu la philosophie. On a
des organisations très importantes et très représentatives qui se sont engagées avec nous, qui ont signé justement des accords de partenariat avec la Commission européenne pour travailler à cette semaine. Il y aura des événements bruxellois, il y aura des événements nationaux et régionaux et locaux, bien sûr. Je dois dire qu'une source d'inspiration a été la semaine française. Puisque avec Madame Vassiliou, j'avais eu le plaisir de venir ici il y a 2 ans, et Madame Vassiliou avait été très inspirée par ce qu'elle avait vu ici, en considérant que c'était un très bon schéma, et c'est pas le seul exemple, mais c'est un exemple qui nous a quand même beaucoup inspiré pour la conception. Alors dans cette semaine, il y aura plutôt un jour, ce qu'on appelle les Focus Day, il y en aura un plutôt sur l'éducation, un peu l'un sur le sport en entreprise, l'un sur le outdoor. Voilà, c'est un peu le principe de la semaine française qui a été utilisé. Le dernier mot sur la semaine sera pour vous dire que chaque État membre a été invité à désigner un organisme de coordination nationale de cette semaine. Si on m'avait posé la question il y a 1 an, j'aurais dit si on a la moitié des États membres derrière nous, ça sera très bien. On en a 27 sur 28 aujourd'hui. Il y a un État membre qui nous a dit on attend cette année, on verra, c'est la Suède. Les autres se sont tous impliqués dans l'opération. Donc, et je dois dire d'ailleurs que cette semaine européenne va au-delà des États membres, parce que c'est tous les pays du programme Erasmus+. Ça comprend le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande, etc. Et finalement, sur les 33 États potentiellement partie prenante de cette semaine, il y en a 2 qui ont dit non, donc la Suède et la Norvège. Voilà les 2 États membres qui, au moins la première année, ne participeront pas, au moins au niveau de la coordination nationale. Mais bien sûr, il y a des organisations suédoises et norvégiennes qui seront partie prenante de l'opération. Et l'organisme de coordination nationale en France, c'est le CNOSF. Mon dernier mot sera pour vous dire que je vous ai parlé de ce qu'on fait au niveau de l'unité sport, en gros. Et il y a de très nombreux autres domaines qui sont gérés par d'autres collègues de la commission, avec qui on travaille beaucoup, d'ailleurs, je dois dire. Sur certains sujets, on est extrêmement présent, et des sujets qui ont un impact aussi important sur le sport. Il y a une réflexion importante en ce moment sur le marché unique digital. En fait, c'est la question des droits des événements sportifs qui est derrière. Donc, question fondamentale pour les organisations sportives. La protection des données. Quand on est en train dans le cadre notamment de la lutte contre le dopage ou de la lutte contre la manipulation des matchs, il faut voir aussi si les réglementations européennes, qui sont parfois, comme en matière de data protection, en cours d'adoption, sont adaptées à la lutte contre le dopage et adaptées à la lutte contre le match fixing. Le but étant d'assurer l'efficacité de ces mesures, tout en assurant chacun bénéficie des droits fondamentaux auxquels il a le droit de bénéficier. La propriété, oui, ce qu'on appelle le TPO, Third Party Ownership, donc cette question de la propriété des joueurs par des espèces de sociétés et non pas par le club. Donc c'est une pratique quand même assez courante en Espagne, au Portugal, en Amérique du Sud. L'UEFA est absolument contre. Il y a des plaintes. La position de la Commission européenne n'est pas fixée, mais c'est quelque chose sur lequel on intervient. Financial Fair Play, une grande bataille de l'UEFA. La Commission européenne est, qu'elle le veuille ou non, impliquée dans l'opération. Ma commissaire, le président de la Commission, le commissaire en charge de la concurrence ont tous dit on est d'accord avec les principes du Financial Fair Play,
on accepte l'idée qui est d'assurer l'équilibre des compétitions et que tout le monde soit traité de la même manière, et on accepte le principe de transparence, mais on ne se prononce pas sur ces modalités d'exécution. Donc, qu'est-ce que ça... Bon, à voir, un sujet d'avenir. Les aides d'État, j'en ai dit 2 mots. La liberté de circulation, j'en ai dit 2 mots. Le dialogue social, j'en ai dit 2. Enfin non, j'en ai pas dit 2 mots. J'ai rien dit sur le dialogue social, mais il y a effectivement un dialogue social qui est organisé avec un certain nombre de syndicats représentatifs de joueurs professionnels à Bruxelles. La santé, le domaine de la santé, c'est quelque chose sur lequel on intervient aussi, et on a une recommandation pour la promotion de l'activité physique en tant que facteur de santé, a été adoptée par le Conseil il y a 1 an et quelques mois, et on est chargé de l'adopter. Voilà, c'est toute une liste qui vous montre qu'il y a quand même beaucoup de sujets d'activité. J'ai conscience que mon sujet s'est un petit peu écarté du mandat que j'avais. Parce que vous avez vu qu'il y a un certain nombre de choses qui touchent le sport de haut niveau. Il y a beaucoup de choses qui touchent le grassroots sport, le sport de masse. Est-ce qu'on fait quelque chose de vraiment spécifique sur le sport de haut niveau ? Indirectement, par rapport à toutes ces mesures, il y en a qui ont des impacts sur le sport de haut niveau, clairement, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas et des choses sur lesquelles vous attendiez peut-être un certain nombre de réponses, par exemple des actions de mobilité ou nous-mêmes mettre en place des formations, des choses comme ça. Donc j'espère que au moins vous avez une petite idée sur ce qu'on fait au niveau communautaire, et je crois que je vais m'arrêter là quand même, parce que pour laisser la place à certaines questions. Voilà. Merci. J'ai envie de vous poser la question difficile de l'évaluation des politiques publiques, et notamment est-ce que vous avez des moyens pour mesurer les impacts ou les effets à partir des programmes que vous mettez en place, et notamment Erasmus+. Je dis que c'était une question difficile. Non, mais elle est difficile et pertinente, parce que mon directeur général me l'a lui-même posée. Donc, c'est une bonne question. Parce qu'il me dit, Yves, écoute, tu as un budget énorme. Ce à quoi je réponds, 1,7 du programme. Le budget énorme, il est ailleurs. Hein, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en termes de masse budgétaire, le sport, c'est 1,7% du programme Erasmus+. Le reste, c'est l'éducation. Ce qui se comprend, parce que c'est l'histoire du programme. Mais ce budget... Donc, et il me dit, il a raison, qu'est-ce que vous faites avec ce budget? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est l'impact? Effectivement, c'est une très bonne question à laquelle on est bien sûr incapable de répondre maintenant, parce que on est dans une période où le premier appel à proposition a été lancé et les premiers projets ont été sélectionnés. Ils commencent à se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, il y en a un ici à l'INSEP qui a été retenu, me semble-t-il. Donc, cet impact, on sera en mesure de le mesurer un peu plus tard. Ce que je peux dire quand même, ce que je sens, c'est que, mais ça n'engage que moi. On a pas mal de priorités qui sont dans le programme. Hein. Si on regarde notre programme de travail 2014, on en a 9. En 2016, on va peut-être en rajouter une. Et je ne suis pas sûr que l'impact soit le même partout. Moi, j'avais des doutes, je dois vous dire, par exemple, sur les projets de coopération match-fixing. En quoi est-ce qu'un projet de coopération match-fixing qu'on finance à hauteur peut-être de 300 000 euros peut avoir une réelle influence? En quoi est-ce qu'on peut finalement combattre les mafias chinoises avec un projet Erasmus+? Est-ce qu'il y a un vrai impact? Moi, j'avais tendance à dire que pas forcément.
la réponse, elle est plutôt politique. Elle est, par rapport au match fixing, c'est la coopération policière, c'est les réunions des ministres, c'est les conventions internationales. Mais je dois dire que tous les acteurs, j'étais à Oslo il y a 15 jours avec tous les acteurs européens du match fixing, et la plupart, représentants des États membres, finalement, disaient mais les actions de prévention, d'information sont aussi partie du dispositif et sont absolument fondamentaux. Donc c'est très important de mettre l'accent là-dessus. Donc finalement, je me suis trompé. Enfin, mon analyse n'était probablement pas bonne. Et même sur le match fixing, nos projets ont une vraie plus-value. Mais je veux dire, c'est un peu prématuré, comme pour tous les programmes communautaires, vous savez. Maintenant, quand un programme communautaire naît, il faut un impact assessment. Donc, il faut qu'on mesure au début s'il y a vraiment une plus-value, s'il peut apporter quelque chose, etc. On a passé le filtre, apparemment, ça a été convaincant. Et après, il va falloir l'évaluer. Et c'est trop tôt. Et c'est trop tôt. Sur les actions préparatoires, pareil, je peux vous dire, c'est pas un grand scoop parce que c'est pas une information sensationnelle, mais je pense que l'an prochain, on va justement se lancer dans une action d'évaluation des actions préparatoires 2011-2013, parce que l'évaluation a été faite sur les premiers projets. Donc, bonne question, excellente question à laquelle j'ai pas de réponse. Mais je peux vous dire que c'est une question... On est vraiment dans l'année 1 du sport. On a fait des choix. On a fait des choix en termes de priorité, en termes de taille de projet, en termes de critères. 5 États membres, pourquoi pas 6, pourquoi pas 4 ? Et c'est des choses dont on va discuter sous peu avec les États membres. Et on a déjà en tête quelques orientations pour aller dans le sens de plus d'impact, mais c'est peut-être un petit peu tôt d'en parler ici. Mais voilà, je suis conscient que ma question et ma réponse est complètement incomplète, mais c'est trop tôt pour mesurer l'impact d'un programme sport qui vient de se mettre en place, quoi. En fait, je voudrais prolonger par une autre question. J'espère qu'elle n'est pas aussi dure que la première. Mais finalement, à votre avis, les programmes, ils vont servir à quel type de pays ? C'est-à-dire, moi, l'analyse que j'en ai, c'est de dire il y a un esprit de solidarité qui fait que les pays, entre guillemets, les plus forts, les plus développés économiquement, les mieux structurés, les mieux organisés, toutes les expériences qu'ils développent doivent servir à ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Est-ce que c'est ça votre philosophie ? Je parle toujours dans les projets parce que vous savez très bien que nous, on est dans un projet européen sur la double carrière. Et est-ce que toute cette réflexion-là doit servir peut-être aux pays qui seraient plus en difficulté ? Là aussi, c'est une très bonne question. Il y a deux anecdotes et je vais vous répondre. Premièrement, vous savez, juste avant d'être chef d'unité sport, j'étais assistant c'est un peu le bras droit ou le chef de cabinet, si vous voulez, du directeur général chargé de l'éducation, de la culture. C'était un grand monsieur, enfin je veux dire, quelqu'un de... C'est la personne, c'est M. Truszczynski qui a négocié l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, donc quelqu'un qui a, je veux dire, il a roulé sa bosse, il a quand même... mais quelqu'un d'une intégrité totale. Et moi, j'étais celui qui le briefait, qui lui amenait les nouvelles. Et plusieurs fois, c'était pas sur le sport, d'ailleurs, je suis arrivé avec des listes de projets qui avaient été sélectionnés. Et il a souvent remarqué ça. Beaucoup de projets britanniques, allemands, français, ceux qui connaissent, quoi, belges. Et souvent, il a remarqué que, par exemple, des États comme la Pologne, c'est son État d'origine, bien sûr, et qui est un État très important maintenant de l'Union européenne, avait zéro projet. Il n'est jamais intervenu, il n'a jamais demandé, il n'a jamais remis en cause une sélection, mais il m'a souvent dit, écoute Yves, il faudrait à l'avenir prévoir un système d'équilibre géographique pour les pays, entre pays. Donc c'est un vrai problème. Cette année, première sélection, les 44 projets dont je vous parlais tout à l'heure, 44 projets, 11 projets italiens. C'est beau, enfin...
c'est beaucoup trop. Visuellement, c'est trop. Visuellement, c'est trop. La réalité est plus compliquée que ça, parce que si on regarde les partenariats, tout ça, c'est beaucoup moins que ça. En proportion. Et c'est aussi parce que ils ont 20%, 20% non, 25% de projets sélectionnés, mais parce qu'ils avaient aussi 30 ou 40% de projets soumis, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de projets italiens. Les Finlandais, 50% de taux de réussite, parce qu'ils avaient 2 projets soumis, un sélectionné. Voilà. Mais c'est un vrai problème. Donc, on réfléchit aussi à l'idée d'introduire un critère d'équilibre géographique à l'avenir. Maintenant, axer plus sur tel ou tel État membre, ça serait un peu contraire au fait de traiter tous les États membres d'une manière égalitaire. C'est quelque chose qui peut jouer à la marge dans les sélections. À la marge. Si on a 2 projets à égalité et si on a un projet qui est d'un État membre pas du tout représenté, au moins représenté, peut-être que le jury aura plus tendance, les experts auront plus tendance à prendre celui-là. Mais a priori, tous les projets sont traités de manière absolument égalitaire. Et cette année, on a eu quelques problèmes, des malheureux, je dois dire, 44 sur 440, sous présidence lettonne. Moi, je peux vous dire que à la dernière réunion des directeurs des sports en Lettonie, je suis resté un jour supplémentaire parce que la présidence lettonne a souhaité organiser une réunion d'information pour le mouvement sportif letton, parce que zéro projet retenu, ni en leader, ni en partenaire. Donc, voilà, il a fallu expliquer. Là, heureusement, je pense qu'ils vont avoir une bonne nouvelle parce qu'il y a des listes de projets qui vont être publiées demain ou après-demain ou peut-être aujourd'hui sur la Semaine européenne du sport, et je crois savoir qu'il y a un projet laiton, donc il y en aura au moins un. On est victime de notre succès parce qu'on a fait une promotion énorme de ce programme Erasmus+, avec des infodays, tu sais, très spectaculaires, la présence du commissaire. Normalement, un commissaire n'est jamais présent dans un infoday. Et là, il était présent. Et le résultat, c'est beaucoup de projets et un peu de déception, et pourtant les critères sont élevés. Ce sont des projets, je ne l'ai pas dit, mais c'est 500 000 euros, ça peut aller jusqu'à 500 000 euros. Ce sont des projets d'une dimension importante. On finance à 80%, donc il faut quand même trouver 100 000 euros. Et pas de contribution en nature. C'est vraiment, il faut les trouver, quoi. Donc, et donc je pense que on va très probablement, là je ne sais pas à moi de parler au nom des politiques, et il faut qu'on en discute, mais on va très probablement s'orienter vers peut-être une réduction du niveau des projets, peut-être plus de petits projets. Tout ça, c'est une réflexion en cours et pour les prochaines semaines, hein, pas dans les années à venir, pour les prochaines semaines, pour ce qu'on fera en 2016. Le risque, imaginons que là, on est à maximum 500 000, mais on est peut-être à 350 000 de moyenne. Hein. Imaginons qu'on commence à prendre des projets à 100 000 ou à 50 000 ou à 10 000. Là, on va être submergé de projets bon, déjà, il va y avoir un problème de gestion de tout ça, parce que c'est extrêmement compliqué d'organiser des sélections avec des experts indépendants, des lectures, un comité d'évaluation. Enfin, et puis, il y aura encore plus de frustration. Donc, il faut qu'on trouve le juste équilibre. Le critère, on veut faire le moins de malheureux possible, en même temps, on veut avoir un impact, pour reprendre ton... Donc, on est dans la phase, je crois qu'on est sur la bonne voie, mais avec des ajustements qu'il va falloir faire assez rapidement, qui seront quand même d'autant plus faciles qu'on aura plus de crédits avec le temps, quoi. La première année, 19 millions, deuxième année, 22 millions, c'était peu par rapport aux demandes. Avec 33, on fera un peu mieux, et dans 2 ans, avec 40 ou 45, on fera encore mieux, j'espère. Merci Jean-Pierre Mougin, vice-président du comité olympique. Une information et une question. L'information, vous avez parlé de la Semaine européenne du sport, donc la France sera partie prenante.
on doit organiser au minimum un événement durant cette semaine. Donc pour nous, ce seront les assises sport et entreprise, je le dis pour tout le monde ici, qui se dérouleront donc le jeudi 10 septembre. Et on espère bien avoir la visite du commissaire Tibor Navrikzik pour venir nous honorer de sa visite, comme Androula Vassiliou l'avait faite lorsqu'on avait organisé la semaine européenne il y a 2 ans maintenant. Ça, c'est l'information. La question, c'est, vous avez parlé de groupes d'experts. Est-ce que le bureau des comités olympiques européens, qui est à Bruxelles, qui représente les intérêts des comités olympiques nationaux, participe à ces groupes d'experts, même à titre d'observateur, ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. Donc déjà, merci pour votre information et sur la semaine. Effectivement, je confirme que ça a été une source d'information majeure et que le CNOSF a joué un rôle important dans la conception de cette semaine européenne du sport. D'ailleurs, puisque le CNOSF est présent dans notre groupe consultatif, enfin ce qu'on appelle notre advisory board, et qu'on a vraiment été en contact permanent et qu'on a beaucoup apprécié cette collaboration. Maintenant, sur le mouvement, oui, la présence du mouvement olympique au sein des groupes d'experts, oui, le bureau... Le bureau qui est présent à Bruxelles est présent. Je ne suis pas sûr dans tous, mais sur les 5 groupes, chez toi, oui. Peut-être même les 5, ça, je peux vérifier, mais match fixing, bonne gouvernance aussi. Human resources, ça me paraît assez évident aussi. Et le dernier... dimension économique, à voir. Je vais voir. Là, j'ai un petit doute. Mais oui, disons, ce bureau est très présent auprès de nous. Enfin, ils sont là, bien sûr, en tant qu'observateurs. C'est-à-dire, comme je le disais, la présence. Quand il n'y a pas de droit à être observateur, ça c'est peut-être un éclairage pour les personnes présentes dans cette salle. Il y a une demande qui peut être faite par des organisations sportives ou toute autre organisation à être observateur dans un groupe qui est ensuite discuté par ce groupe et les États membres décident. Et donc, mais dans le cas du bureau des comités olympiques européens, oui, c'était évident qu'ils avaient leur place dans la quasi-totalité, voire tous les groupes, et ils y sont. Et ils sont actifs. Sur l'une de vos diapos, vous parlez d'un déclin de l'activité physique dans les pays européens. Quelles sont les caractéristiques de ce déclin? Est-ce que ça concerne une qualité de population, des pays particuliers? Je n'avais pas l'impression qu'en France, nous soyons sur un déclin de l'activité physique en moyenne. Ouais. Voilà. Donc, je voulais... Par rapport à la diapo que vous avez présentée sur, je crois que c'était Erasmus. Oui, ou la semaine européenne du sport. Voilà, oui, tout à fait. Oui, non, ça fait référence à une étude très précise. C'est ce qu'on appelle l'eurobaromètre. Vous savez, une fois de temps en temps, la Commission européenne publie des eurobaromètres dans tel ou tel domaine. Dans le domaine du sport... on en a publié un il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. C'était le 3e. Le premier Eurobaromètre Sport a été publié en 2004. C'était l'année européenne de l'éducation par le sport. Le 2e a été publié en 2009. Et le 3e vient d'être publié l'an passé, en début d'année passée. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été mesurés dans tous les États membres de l'Union. Les performances sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais d'une manière générale, on note une stagnation, voire une légère diminution de l'activité physique. Ça, c'est l'activité physique et sportive. Alors, il y a plein d'indicateurs. Dans certains domaines, c'est un peu mieux, dans d'autres, c'est moins bien. Il faut affiner l'analyse. Mais le constat général, c'était ça. Stagnation, voire légère régression. Et ce rapport, je veux dire, il est absolument public. Il est sur notre site Internet et puis il est bien sûr accessible. Donc, la situation de la France... puisque c'est peut-être à ça que vous faites référence. Je ne l'ai plus en tête. Est-ce que c'est moins bien, c'est mieux? Ça, peut-être si vous dites que c'est mieux, c'est que ça doit être mieux. C'est d'impression. Hein,
Ah, on a régressé. Donc, mais tu vois. sur tous les niveaux d'âge, sur toutes les pratiques, sur... Alors, la question est plus déclarative sur la façon dont on pratique et la quantité finalement déclarée, avec toutes les difficultés statistiques pour cerner précisément ce que les gens décident de déclarer et comment ce critère-là peut même évoluer lui-même avec le temps. Mais globalement, sur les 3 eurobaromètres qui sont venus, on a vu progresser cette proportion de gens qui se déclarent soit très peu actifs, c'est-à-dire moins d'une activité physique par mois, donc jusqu'à moins d'une activité physique par an. Donc là, on est vraiment dans la grande sédentarité sur laquelle plus personne ne bouge, et c'est ce qui correspond à tous les engagements, effectivement, autour de l'activité physique et ses bénéfices pour la santé, l'éducation physique pour retrouver le cadre général. Et ça, on le voit bien progresser à peu près dans tous les pays développés de la même façon, et donc en particulier par le biais de l'Eurobaromètre. J'aurais une question au niveau du mode d'organisation de la Commission européenne, parce que vous avez présenté une vingtaine de sous-commissions, et il y en a une qui a attiré mon attention, c'est celle recherche, sciences et innovation. Et ma question, c'était de savoir si chaque sous-commission travaille de manière complètement indépendante l'une de l'autre, ou s'il y a parfois des liens qui peuvent se mettre en place, parce que je me suis dit que notamment dans le sport de haut niveau, la dimension recherche, science, innovation, elle nous interpelle tout particulièrement. Et par exemple, par rapport à vos orientations qui sont plus sur les gouvernances et sur les bonnes pratiques, où vous évoquez l'intérêt sur des questions de santé, par exemple, est-ce que finalement il y a des liens entre ces 2 commissions? Et si on se place du point de vue d'un chercheur ou d'équipe de recherche qui voudrait constituer un partenariat européen avec différents pays, finalement, où est-ce qu'il se retrouve sur votre commission ou sur la commission de recherche? D'accord. J'imagine que c'est cette diapo que vous faites référence, oui. En fait, ça c'est un organigramme. Donc voilà, il y a un certain nombre de commissaires qui ont chacun leurs responsabilités. Donc comme ici, il y a un ministre de l'Éducation, il y a un ministre, ou peut-être pas ministre du Sport, oui, ministre du Sport et de la Ville. Et là, c'est pareil. Bon, et je veux dire, il ne faut pas en tirer de conséquences en termes de collaboration entre services. Bien sûr, oui. Je vous ai mentionné un certain nombre de sujets à la fin où on a des collaborations étroites et permanentes avec un certain nombre de services qui sont placés sous la responsabilité d'autres commissaires. Et c'est une dimension qui s'est même renforcée avec cette commission, puisque lorsque le nouveau président est arrivé, le président Juncker, il a dit je ne veux plus qu'on travaille en silo, pour reprendre son expression. Je veux vraiment que la Commission travaille de manière collégiale, et il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour mettre cette orientation politique en musique. Maintenant, sur la question plus précise des financements et des différents programmes, premièrement, votre question est très pertinente, parce que on s'est aperçu que nos organisations sportives, nous, on n'est pas, je ne veux pas jouer la mère de famille, mais les gens qu'on est supposé défendre ont beaucoup d'autres possibilités dont elles ne profitent pas nécessairement. Parce qu'on a le chapitre sport du programme Erasmus, mais rien que dans Erasmus, on a d'autres possibilités. On a le programme, la partie jeunesse, où il y a le volontariat, où il y a un certain nombre de choses qui peuvent être financées. Il y a les qualifications aussi, où il y a des projets sportifs qui peuvent potentiellement en bénéficier. Donc, lors du dernier Sport Info Day qui a eu lieu à Bruxelles le 11 février, on a fait un atelier particulier pour justement présenter aux organisations sportives toutes les différentes possibilités dont elles peuvent poser. Quand je dis organisation sportive, il faut l'entendre au sens large. Disons nos partenaires, ça peut être les universités aussi, ou tous les établissements de toute nature. Voilà. Donc cette possibilité existe et on essaye de les faire connaître. Maintenant, sur le programme recherche, peut-être que est-ce que tu connais moi, je connais pas très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de projets ayant trait au sport qui sont financés
sur la recherche. Mais je ne sais pas, parce que tu le mentionnais tout à l'heure, tu as une connaissance particulière dans ce domaine-là? Combien ont été consacrés directement au sport dans les programmes recherche, mais ils venaient en général sur une association, un partnership, comme tu le montrais tout à l'heure, incluant une partie sport dans un domaine plus général, qui soit sociologique ou qui soit physiologique ou de santé, ou éventuellement technologique. Il y en a eu quelques-uns qui ont compris une partie de développement technologique avec une application sport sur des matériaux, sur d'autres. Mais ils étaient, et j'en ai pas le recensement complet, mais ça, on pourrait le regarder assez facilement. Mais c'est vrai que moi, je rêve d'avoir un jour, et peut-être pas trop tard, un panorama général de tout ce qui a été financé dans le domaine du sport par la Commission européenne, pas seulement par nous et par l'éducation, mais dans d'autres domaines. Et je crois on va faire cet exercice cette année pour les fonds structurels. On va lancer, c'est toujours un exercice lourd, mais on va lancer un exercice pour voir, premièrement, quel type de projets ont été financés ces dernières années, projets sport sur les fonds structurels, et deuxièmement, comment justement on peut encore plus utiliser les fonds structurels pour les organisations sportives. Et oui, je sais, parfois, on m'a même dit que j'essayais de piquer l'argent des autres. C'est pas du tout ça, mais je crois qu'il y a vraiment un potentiel sur de nombreux crédits. La recherche en fait partie, l'éducation, la jeunesse, les fonds structurels, la santé. Il y a un potentiel pour les organisations sportives qui ont, je veux dire, dont elles devraient bénéficier. Moi, quand j'ai mon collègue de la jeunesse qui a un budget assez important, et sur lequel on a souvent des discussions. Pour moi, les organisations les plus représentatives de la jeunesse sont les organisations sportives. Ce sont les plus puissantes, ce sont celles qui intéressent les jeunes. Parfois, je suis un peu réducteur, mais donc il faut effectivement qu'on fasse cet effort. Mais encore une fois, on est dans l'année numéro 1 du sport pratiquement, donc on a beaucoup de marge de progression devant nous. Oui, on a vu passer assez rapidement une réflexion concernant la formation des entraîneurs. C'est une question qui, en Europe, occupe déjà beaucoup de place, en particulier dans des instituts comme la nôtre, ici à l'INSEP. Est-ce qu'un travail particulier est mené dans ce sens pour aligner les formations européennes, par exemple, des entraîneurs ? Est-ce qu'il y a une commission qui s'occupe particulièrement de cette question? Ok. Je crois qu'il y avait une autre... Je vais y répondre, bien sûr, mais je crois que vous vouliez poser une question aussi. Donc, à la limite, je peux prendre les deux questions en même temps. Bonsoir. Ma question rejoint un petit peu celle de monsieur, mais elle s'orientait plus sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau, et notamment... si vous aviez dans votre unité sport une réflexion sur la création de nouveaux diplômes européens orientés justement, qui soient orientés pour ces athlètes de haut niveau, que ce soit en tant qu'encadrant ou dans leur place dans les entreprises européennes ou pas. Voilà. Oui, en fait, ce sont des questions posées gentiment, mais extrêmement difficiles. Et comment je peux y répondre? Vous voyez, j'ai travaillé... en fait, je peux y répondre un petit peu en même temps. J'ai travaillé pendant 4 ans au marché intérieur, comme juriste, sur la reconnaissance des diplômes. Donc, en fait, à la Commission européenne, vous avez 2 grands départements qui s'occupent de la reconnaissance des diplômes. Il y a le marché intérieur et l'éducation. Donc, le marché intérieur gère des directives de reconnaissance des diplômes. Et à l'époque, d'ailleurs, j'étais chargé des questions du sport. Et il y avait eu là aussi un cas assez spectaculaire qui continue d'ailleurs sur les moniteurs de ski. Mais la ligne était que, en fait, chaque État membre fait ce qu'il veut. Chaque État membre fait ce qu'il veut.
Et chaque État membre est responsable de son système d'éducation, de formation, de ses diplômes. Et bien sûr, notre souhait est d'arriver à un approche. Le mot harmonisation est tabou, mais un rapprochement et éventuellement des formations communes qui facilitent le passage, la reconnaissance, etc. C'était un peu l'objectif, par exemple, des directives de reconnaissance des diplômes. On partait de ce constat. Chacun fait ce qu'il veut. Donc les Français peuvent réglementer à fond. Ça, puisque c'est l'approche qui a été choisie, tout est réglementé. Certains au nord peuvent déréglementer, mais il faut qu'on organise des systèmes de passage. Et en sport, ça avait du mal à passer parce que c'était le système le plus disparate qu'on puisse imaginer. Ailleurs, plus ou moins, je veux dire, certains États membres ont la même durée. Mais en sport, on a des approches idéologiques totalement différentes. Donc là, la situation était très compliquée. Et c'est là, faire appliquer correctement des directives dans le domaine du sport, c'était pas simple. Il y avait des procédures d'infraction ouvertes contre la France et contre un certain nombre d'autres États, contre la moitié des États membres. Donc, une des réponses était justement apportée par la DG Éducation. On n'impose pas, parce qu'on ne peut pas imposer, mais on finance, soit par un processus politique, donc parfois entre États membres, d'ailleurs Bologne, soit par le financement de projets, on favorise le rapprochement des qualifications. Et je sais qu'à une certaine époque, il y avait un certain nombre de projets qui avaient été financés dans le domaine sportif, où des fédérations coopéraient justement pour arriver à définir des formations communes, des diplômes communs. Mais c'était une approche volontaire et pas imposée, accompagnée, favorisée, mais c'était certainement pas imposé par Bruxelles. Maintenant, diplôme, est-ce qu'on envisage des diplômes européens? Non. Non, ça c'est une question taboue. La question n'est pas taboue, mais vous pouvez la poser. Imaginons que je dise ça au Conseil, qu'on va créer des diplômes européens. Là, je serais en grande difficulté, parce que c'est typiquement le genre de choses où on nous dirait, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Les diplômes, c'est nous, les États membres, c'est pas vous. Vous favorisez à la limite la reconnaissance des qualifications par vos directives ou le rapprochement volontaire par des actions telles que les projets. Mais la création de diplômes, non. C'est des sujets comme parfois certains ont des idées de créer l'éducation physique à l'école. C'est l'exemple dont je vous parlais. On ne peut pas se permettre de proposer ça. Ou alors, on va apprendre de temps en temps, il y a une idée géniale qui apparaît, on va imposer l'histoire de la construction européenne à l'école. C'est pas votre compétence, vous faites de la propagande, ça, absolument pas. Donc, tout ça pour vous dire que la question est bonne, mais diplôme européen, non, ça c'est la compétence des États membres. Et la formation des entraîneurs, en fait, est-ce que nous, Commission européenne, on va organiser des formations d'entraîneurs ou prendre des initiatives dans ce domaine, sauf si j'ai pas conscience de ce que mes collègues préparent, je dirais que non, parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, il est éventuellement de favoriser ça sur la base de projets. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui nous sont proposées, correspondent aux objectifs du programme. Donc, on peut les soutenir ou vient éventuellement un dialogue avec certaines organisations. Mais c'est toujours pareil. Dans nos domaines, on accompagne, on soutient, mais on prendra pas nous-mêmes l'initiative. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu ça l'approche. Si je peux me permettre, j'ai une deuxième question. Par rapport à votre perspective, parce qu'il y a eu 450 projets déposés, seulement 44 projets d'acceptés, donc vous évoquez la possibilité de diminuer les financements, la hauteur des financements, j'imagine, pour pouvoir
accepter davantage de projets. Ce qui m'interpelle, c'est que donc quand un projet est accepté, il y a une redistribution des financements aux différents partenaires du projet. Est-ce que finalement, en diminuant les financements, vous ne risquez pas d'avoir des projets qui vont aller de plus en plus vers un partenariat à minima? C'est-à-dire si c'est 5, ça va rester à 5, alors que l'idée, me semble-t-il, dans les projets européens, c'est d'arriver justement à faire travailler ensemble, je ne vais pas dire un maximum de pays, mais un nombre suffisamment de conséquent de pays pour avoir une représentation un petit peu sur le territoire de l'Europe. C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses contradictoires qu'on doit prendre en compte. D'un côté, l'impact. Par principe, on se dit c'est des grands projets européens qui peuvent avoir un impact. Financer une multiplicité de petits projets, ça n'aura pas nécessairement un impact. On aura plus de gens satisfaits, mais est-ce qu'il y aura un impact à long terme? Pas sûr. C'est une question qu'on doit se poser. Peut-être qu'il faut trouver un équilibre, ou alors financer une partie de grands projets et garder une petite partie pour des petits projets dans un certain domaine. C'est peut-être une piste de réflexion à l'heure actuelle. Sur le nombre de partenaires, bien sûr, nous, par principe, plus il y a de partenaires, mieux c'est, mieux on développe la dimension européenne du sport. Mais les organisations sportives, et on verra dans 3 semaines, mais je pense que les États membres vont nous le dire aussi, on a demandé, pour certains, trop en termes de partenaires. Les organisations sportives, elles jouent leur jeu, bien sûr. Elles disent, vous avez été trop exigeant en demandant 5 pour les projets de coopération et 15 pour les événements. Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas, parce que même avec ces critères soi-disant extrêmement sélectifs, pour financer 3 événements, on a eu 100 projets, quoi, en gros. Hein. Et vous avez vu les chiffres pour les partenariats. Donc, je ne sais pas... Enfin, pour les projets de coopération. Donc, je ne pense pas qu'on a visé trop haut, mais on va nous dire... En fait, je suis d'accord avec vous, mais on va peut-être nous dire l'inverse, qu'il faut diminuer. J'aurais tendance à penser qu'on était à peu près au bon chiffre la première année, quitte peut-être sur des petits projets à diminuer un petit peu. Et bien sûr, si on diminue un peu le montant de 500 000, ça voudra dire un peu moins de crédit à distribuer, et donc un peu moins d'ambition pour le projet. Mais je pense, moi j'ai l'intime conviction qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été financés à hauteur de 500 000, qui auraient pu vivre avec 400 000. Un peu différemment peut-être. Mais je crois que là, on n'aurait pas remis en cause l'atteinte de nos objectifs si on avait diminué un peu. Mais tout ça, c'est des réflexions qu'on va avoir. Je veux dire, première étape, avec les États membres dans 3 semaines. Comité de programme. Deuxième étape, discussion aussi en interne avec le mouvement sportif. Et puis, et on fera nos propositions pour le programme 2016, je dirais en juin, juillet, par là. Dans quel sens ça ira? Moi, j'ai mon idée, mais on verra si ça sera l'idée du commissaire et si ça sera l'idée des États membres. Bien, je vous remercie et je vous propose de conclure sur cette réponse. Bravo.